Bonjour fidèles téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans votre émission thème matinale sur votre chronique. Je suis en compagnie avec notre journaliste Mohamed Sissé et chroniqueur également sur la télévision Damashek Média. Bonjour Monsieur Sissé. Bonjour madame. Vous allez bien? Bon an ou bien mademoiselle? À vous de voir. Attends, peut-être à la fin de cette chronique-là, je vais choisir madame ou mademoiselle. À toi de voir ce que tu vas me donner. Qu'est-ce que vous nous proposez ce matin? Alors, nous avons beaucoup de sujets d'actualité aujourd'hui qui concernent le Sénégal. D'accord. Ensuite, nous allons partir aussi en Guinée, au Mali. Et pour finir, nous allons atterrir aux États-Unis. Ah, le pays de la Teranga, le Sénégal, le pays de Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de monsieur Ousmane Sonko. Exactement. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, comme je disais tantôt, nous avons des sujets d'actualité qui concernent le Sénégal. Et nous allons commencer par l'affaire Farba Ngom parce que ça fait beaucoup de débats actuellement. Ah oui, ça fait couler l'encre sous le pont. Sur le pont, parce que beaucoup de gens sont en train de parler, que ce soit au niveau des médias, sur les routes, on entend tout le temps Farba Ngom, Farba Ngom. Malgré sa levée de l'immunité parlementaire soit effective, tout de même, les gens continuent à parler. Exactement. Surtout sur l'arène politique sénégalaise. Voilà, exactement. Donc, après, nous allons aussi toucher notre sujet qui concerne le baptême de la fille de Bassirou Diomaye Faye. Ah oui, c'est une première. C'est une première inédit au Sénégal. J'ai jamais vu ça, moi. Oui. C'est une première parce que Est-ce que tu as déjà vu ça dans un pays Oui, sous le régime de premier président, le premier régime, Léopold Sédar Senghor. Ça n'a pas été vu. Le régime de Abdou Diouf également, et Wade. Et Macky Sall tout récemment. Donc c'est la première fois. C'est la première fois. En tout cas, moi je peux dire que c'est ma première fois d'entendre ça parce que moi je n'ai jamais vu ça. En tout cas, ça a été une occasion. Hommage à la maman de Ousmane Sonko. Oui. Donc après le Sénégal, nous allons nous rendre aussi en Guinée. Et comme nous savons bientôt, il y aura le congrès de l'UFDG. Oui. Donc on va un peu toucher par rapport à ça. Et ensuite, le parti politique très important, la force politique. Très important, très ancré, mais qui aujourd'hui est en train de battre de l'aile. De l'aile. Et nous allons aussi parler de l'affaire qui touche aussi actuellement la Guinée par rapport à Karomo Kaba. Et là, c'est là où la greffe va entrer en jeu. Exactement. La Cour de répression des infractions économiques et financières. Dont le procureur, j'ai même oublié son nom. Je ne sais pas. Peut-être ça. On vient de commencer, tu as déjà oublié. Je commence à avoir la perte de mémoire ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Est-ce que j'ai pris mon petit déjeuner? Je ne crois pas. Je pense Madame ou mademoiselle. Tu n'as pas mangé du niébé? C'est quoi niébé? Tu connais pas le niébé? Ah oui, c'est un des plats préférés des Sénégalais et des Sénégalaises. Des Sénégalaises, bah oui. Chaque matin, on voit ça. Alors, je vais demander à notre restauratrice de m'apporter ça rapidement pour retrouver la mémoire. Alors, fidèles téléspectateurs, nous allons partir aussi au Mali. Et tu connais ce qui se passe là-bas? Mademoiselle, franchement, c'est très sérieux. Parce qu'il y a une crise aujourd'hui entre la Confédération de l'Alliance des pays du Sahel et la CEDEAO. Exactement. À laquelle nous, on appartient. Parce que moi, je ne suis pas de l'Alliance. Ah oui, ça c'est clair. Je ne suis pas dedans. Je suis de Mamadi Doumbouya, moi. Mamadi Doumbouya? Oui. Ah, c'est sérieux? Donc, on va parler des nouveaux passeports qui vont être en circulation le 29 janvier. Ça va être compliqué. Voilà. Est-ce que la CEDEAO va accepter ce nouveau passeport? Je me demande. Une question très importante à laquelle on va tenter, on aura le temps d'en parler. D'y apporter une réponse. Voilà, donc pour finir, on va aller aux États-Unis. Et quand je dis États-Unis, je parle à Donald Trump qui tente aujourd'hui de changer l'ordre mondial. Voilà. Lors de sa campagne, il a beaucoup parlé. Les gens disaient que c'était juste de la campagne. Mais on voit maintenant la réalité, ça sort. Ah oui, et là, il commence effectivement à matérialiser. À mettre en œuvre une partie des promesses qu'il avait tenues. Exactement. Donc, on va toucher un peu aussi les États-Unis. Donc, fidèles téléspectateurs, c'était ça pour les sujets d'aujourd'hui. Et on va débattre avec notre fidèle chroniqueur, Mohamed Sissé. Et c'est bien parti. Vous allez nous écouter. Nous allons vous donner des informations très brûlantes. Donc, on va commencer par le Sénégal, comme je disais tantôt, suite à des soupçons formulés par le parquet judiciaire concernant l'implication du député dans des transactions suspectes atteignant 125 milliards de francs CFA. Imagine-toi. Faramineuse. Faramineuse, exactement. 125 milliards quand même. Le blanchiment des capitaux. Ah ouais.
Donc, la levée de... Farba Ngom, le député, aurait pris cet argent? C'est la question à laquelle tout le monde se pose. Donc, la levée de l'immunité de Farba Ngom fait débat conformément à la demande du ministre de la Justice. L'immunité de Farba Ngom a été levée vendredi dernier. Tout à fait. Donc, la question que moi je me pose, oui. Que pouvons-nous retenir sur cette affaire? Alors, tout récemment, on a entendu un député, pas le moindre, de PASTEF, Amadou Ba, aider le député Farba Ngom a publiquement avoué son rôle d'agent de corruption de personnalité politique. Je ferme les parenthèses. Il y a même une vidéo là-dessus qui illustre l'aveu qu'il a fait à l'hémicycle devant le gouvernement d'alors, c'est-à-dire que sous le régime de Macky Sall. Alors, il faut rappeler, le vendredi, comme vous l'avez dit, le 24 janvier, on a assisté à la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Oui. Alors, au moment du vote sur 165, 136 ont voté. 130 ont voté pour la levée de l'immunité parlementaire. Il y a 10 députés par délégation qui ont voté par délégation. Et 3 ont voté contre. La levée. Oui, contre. Et 3 se sont abstenus. Donc, il n'y a que 3. Sur 166, vous imaginez Aminatou, 136, je dis. C'est 130, qu'est-ce que je raconte là? Je ne sais pas, est-ce que tu n'as pas beaucoup mangé aujourd'hui, donc c'est normal. PASTEF a combien de députés? C'est 30 députés, non? Si je ne me trompe pas, oui. Ah oui, lors de la dernière élection législative, il a pu engranger 130. Alors, vous imaginez, disais-je, sur 130, il n'y a que 3 qui ont dit non. Et 3 se sont abstenus. Absolument. Les 3 se sont abstenus. D'accord. Alors là, donc, aujourd'hui, son immunité parlementaire est totalement levée. Donc, il n'est pas député. D'accord. Donc, après la levée de son immunité parlementaire, aujourd'hui, le pôle judiciaire financier, ce tribunal spécial, aujourd'hui a la possibilité de poursuivre Farba Ngom plutôt. D'accord. Donc, à rappeler aujourd'hui, et après, au moment de son immunité parlementaire, on a vu devant la commission ad hoc, et, devant laquelle il y a eu un entretien, il y a eu une discussion entre les députés de PASTEF et de Takwalou Sénégal, la coalition de Macky Sall, dont la présidence est Aïssata Tall Sall, donc de Walou Sénégal. Donc, au moment de ce débat, très important, il a claqué la porte. Il a quitté la commission ad hoc. Qui a quitté? Aminata. Aïssata, elle a quitté. La présidente, oui. D'accord. Elle a quitté la commission. Parce que tout simplement, pourquoi elle a quitté? Elle dit que l'Assemblée n'a reçu que la lettre de transmission, pas de pièce justificative. Donc, pour elle, c'est une procédure irrégulière. D'accord. Alors, par ailleurs, on a entendu le collectif des avocats de Farba Ngom, à l'issue d'un point de presse, en disant que leur client, Farba Ngom, n'a géré aucun denier public. Il n'a pas géré les postes ministériels. Oui. Donc, selon le collectif des avocats et selon la présidente Aïssata Tall Sall, la procédure n'est pas normale. C'est une procédure irrégulière. D'accord. Alors, quand on va loin, on a... alors, quelle est l'entité, quelle est l'institution qui a saisi le parquet ou bien le procureur? C'est bien évidemment la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières, la cellule nationale de traitement des informations financières. Oui. Donc, qui a saisi le parquet ou bien le procureur.
Tout récemment, Alors, même, on avait vu le ministre de la Justice qui parlait sur cette affaire. Tout à Voilà, fait. il s'est Le prononcé ministre, un peu oui, par le ministre de la rapport au Justice et CENTIF. garde des Sceaux, on a entendu, il a répondu, réaction venant de Takoua, le Sénégal, de la présidente du groupe parlementaire. Il a répondu en disant ceci: la procédure résulte d'un rapport de la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières. Donc, la CENTIF a saisi le parquet, comme je le disais tout de suite, ou bien le procureur, et le procureur, à son tour, a saisi le juge d'instruction. Et le juge d'instruction a saisi le ministre de la Justice et des gardes des Sceaux. D'accord. Et le ministre de la garde des Sceaux a saisi l'Assemblée nationale. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de saisies, quoi. Autour de la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. D'accord. Donc, voilà un peu la situation. Alors, la CENTIF dont je parle rapidement, je termine. La CENTIF est composée des commissaires. D'accord. La police, les magistrats, les douaniers, des agents des impôts, et qui travaillent en collaboration avec les banques pour voir tous les flux financiers qui se passent. Donc, si un ministre aurait pris de l'argent, aurait mal géré un denier public, et qu'il mette l'argent dans le flux financier ou bien dans les comptes offshore, comme on voit, ou bien fait une transaction, envoie de l'argent en Suisse, comme on le voit, la CENTIF va toujours ouvrir une enquête pour voir est-ce que tel ministre a placé l'argent a commis un blanchiment des capitaux, voilà, ou bien éventuellement il a envoyé de l'argent dans le compte offshore en Suisse, par exemple, ou bien à Monaco, comme on entend. Donc la CENTIF va donc ouvrir une enquête, comme je disais tout de suite là, donc à travailler en collaboration avec les banques pour savoir s'il y a des comptes fictifs ou bien des prête-noms. D'accord. Oui, donc c'est ça le rôle. Et là, je vous dis, cette loi-là, elle est là, ça fait 21 ans. C'est une loi unifiée. D'accord. C'est une loi unifiée qui se trouve dans l'espace de l'UEMOA. Donc ça s'applique à tous les États qui se trouvent dans l'UEMOA. D'accord. Alors, une dernière question par rapport à la levée d'immunité de Farba Ngom. Est-ce que lui-même, il est d'accord par rapport à ça, Farba Ngom? Alors, Farba n'est pas d'accord. D'accord. Il n'est pas d'accord, mais il se contredit. Ok. Il se contredit quand il fait un point de presse. Il fait un aveu. Je ne sais pas si c'est un aveu réel, ou bien il a dit ça sous l'emprise de la colère ou de l'émotion. En tout cas, tout ça, ça l'accuse. Je pense qu'il est important que Farba Senghor essaie de revoir sa communication. Sa manière de parler. La levée de l'immunité parlementaire, c'est pas Farba Senghor qui a décidé. C'est cette assemblée parlementaire. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire là? Cette institution parlementaire, l'Assemblée, l'hémicycle au Sénégal, qui décide. Comme on a vu, dès que cette institution a été saisie par le ministre de la Justice et des gardes des Sceaux, tout de suite, ils ont ratifié une commission ad hoc. Cette commission a déclenché une procédure. Une procédure normale pour la levée de l'immunité parlementaire. Et par la suite, le débat a été amené en plénière pour être discuté. D'accord. Donc, c'est à l'issue de ce débat qu'un vote a été procédé. Et ce qui a abouti, comme je viens de le dire, à la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. Donc, aujourd'hui, il n'est plus député. D'accord. D'accord. Alors, merci beaucoup, Monsieur Cissé, d'avoir donné beaucoup plus d'explications par rapport à ce sujet, parce que c'est un sujet qui fait beaucoup de débats au Sénégal. Donc, on va parler maintenant de ce dimanche. Le président Bassirou Diomaye Faye a donné le nom de la mère de Ousmane Sonko à sa fille. Cette décision serait-il un acte de remerciement à Ousmane Sonko de l'avoir permis d'accéder au pouvoir, selon vous? Alors c'est vrai, c'est la première fois, comme vous le disiez tout de suite là, c'est la première fois qu'on assiste au baptême d'un président élu. De l'enfant. D'un président élu. Oui. Alors, rapidement, on a vu le président une façon de rendre hommage à la maman du président Ousmane Sonko. Oui.
Alors, non seulement lui rendre hommage, mais aussi vis-à-vis d'Ousmane Sonko, d'être reconnaissant. D'accord. Si aujourd'hui il est au pouvoir, c'est grâce À Ousmane Sonko. à la politique d'Ousmane Sonko. Ça, c'est Et clair. s'il a une majorité à l'Assemblée nationale aujourd'hui, une majorité écrasante, j'en ai parlé toutes, c'est grâce à Ousmane Sonko. C'est Et vrai. pour ce faire, Ousmane Sonko, il s'est débarrassé de la coalition Diomaye. Diomaye, ouais. Il est parti tout seul avec son parti, PASTEF, pour avoir une telle majorité Écrasante à l'Assemblée. écrasante aujourd'hui. Ouais. Alors, c'est aussi une manière de consolider leur relation, leur camaraderie, leur amitié, et même sur le plan politique, et même en dehors de la politique. C'est une façon de renforcer. Parce que dans le jeu politique, c'est pas évident, il y a beaucoup de critiques. Il y a beaucoup de critiques venant de la coalition Diomaye. Takoualou, ok. Takoualou, Oui. au Sénégal. Oui. Donc là, c'est un acte très important. Donc il faut le faire parce qu'on a vu de par le passé Mamadou Dia, D'accord. dont l'anniversaire vient d'être célébré. Au début, Mamadou Dia s'entendait très bien avec le président Senghor. D'accord. Mais à un certain moment, il y a eu Il y a eu un problème. il y a un problème. Il y a une division. Oui. Alors, c'est la raison pour laquelle cette tension était tellement forte. Cette division, c'était une guerre idéologique. D'accord. Donc, finalement, Senghor a mis Mamadou Dia en prison, où il a fait 10 ans dans la prison de Kédougou. Et pendant cette période-là, pendant cette période carcérale, Mimi Touré, la haute représentante du président Bassirou Diomaye Faye, son papa, selon elle, a apporté une assistance. D'accord. Puisque son papa était un médecin, a Ok. apporté une assistance durant la période carcérale De Mamadou Dia. de Mamadou Dia, qui fut le président du conseil à l'époque, sous le régime De Macky Sall. de Léopold Sédar Léopold Senghor. Sédar, d'accord. Léopold Sédar Senghor était D'accord. le président de la République et Mamadou Dia était le président du conseil. D'accord. Et après son emprisonnement, Senghor a décidé destituer le poste de conseil, de président du conseil, à la place du poste de Premier ministre pour lui permettre d'avoir assez de pouvoir. D'accord. Donc c'est important. Donc pour éviter ce scénario-là, dans la relation qui existe entre Bassirou Diomaye Faye Et Sonko. et Senghor Sonko. et Sonko, qu'est-ce qui m'arrive ce matin? Mais tu n'as pas mangé, c'est Oui, normal. On Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre. Donc c'est important qu'ils prennent une D'accord. telle décision de Ok. donner le nom de sa fille D'accord. à la chère mère. En tout cas, de nous avons Ousmane vu, Sonko. C'est très important. on a vu la joie d'Ousmane Sonko parce Oui. qu'il avait même fait un post par Oui. rapport à ça. Il était tellement content. Oui, oui. Donc, Oui, c'était j'ai vraiment... vu bercer l'enfant. Ah oui, il avait dans l'enfant voilà. dans la main et tout, il dit, donc mais il était tellement voilà, content. voilà, vraiment, en tout cas, c'est quand même une joie quand un ami te donne le nom, ou bien le nom de son enfant à ta maman, à ta promère, celle qui t'a mis au monde. Ouais. Voilà, on n'est pas en train de faire de la campagne D'Ousmane Sonko ou de Diomaye. Non, bien au contraire, c'est un être humain. Voilà, en dehors même de la sphère politique, en dehors même de la jeu politique. Je pense que moi, Aminatou me donne tout de suite le nom de ma fille ou le nom de mon garçon. de son garçon, voilà, ou bien elle donne le nom de sa fille à ma chère mère. Je vais être très heureux. Bah oui. Voilà. Alors, Monsieur Cissé, je pense qu'on va aussi parler de notre sujet, Oui. mais qui c'est pas un autre sujet qui, comment dire, on va aller en Guinée, je Oui, voulais dire. parfait, d'accord. Donc, on va aller en Guinée. Mais on va voyager là. On va voyager là. Là, on a Ok. fini avec le Sénégal. Avec le Sénégal, le pays Donc, de la Teranga. voilà, on va parler de l'UFDG. Ok. Tu connais c'est quoi l'UFDG? L'UFDG, c'est l'Union démocratique. C'est l'Union des forces démocratiques Ah, de l'Union Guinée. des forces démocratiques De Guinée. de Guinée. Donc, D'accord. tu sais, le samedi, il y a eu l'Assemblée générale au Ok. niveau du parti. Ok. Et donc, lors de... Conakry. Conakry, exactement. Lors de l'Assemblée générale du parti UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, Ousou Fofana s'est prononcé sur le prochain congrès qui va se tenir bientôt. Et par la même occasion, il souligne que ceux qui sont exclus du parti ne peuvent être candidats.
Donc moi, ce que je voulais savoir, à qui Ousou Fofana fait allusion, selon toi? Ah oui, ça fait combien de temps on parle de la tenue de ce congrès-là? Ça fait longtemps, moi, Ça quand fait même. des années. Ça fait des années. Mais quand est-ce que ce congrès va se tenir? Je sais pas. Qui est-ce qui met son pied? C'est Posons la compliqué. question. Est-ce que ce monsieur qui est parti en exil, On a pu... c'est le Dalai Diallo? Depuis qu'il est parti, il n'est pas Ah oui. revenu. Est-ce que c'est lui qui refuse? Posons-nous la question. Pourquoi ce congrès enfin ne se tient pas? Ça tarde toujours. Et chaque fois qu'ils organisent cette assemblée hebdomadaire, soit à Conakry ou bien ailleurs, on ne parle que ce congrès-là. Quand est-ce que ça va se tenir? va se tenir. Alors, effectivement, Aminatou, ce que vous avez parlé tout de suite, on a entendu Ousou, qui n'est pas, qui est un responsable très important. D'ailleurs, il est le vice-président. Oui, il est le vice-président du Je ne parti. sais pas s'il est le premier ou bien le deuxième vice-président. En tout cas, il est le vice-président. Je pense que, est-ce qu'il n'est pas le premier vice-président ou bien le deuxième vice-président après Talimodou Yansane, qui est aussi une personnalité très importante. Alors, à qui il fait allusion? À qui il fait allusion? Moi, à mon avis, il fait allusion à Gawal. D'accord. Gawal, qui est aujourd'hui le porte-parole du gouvernement. Oui. Et lui, il est vu comme un rebelle. Parce qu'il a créé son mouvement, comment vais-je appeler ça? C'est le cercle des amis de Gawal. Donc, le monsieur, rappelez-moi son nom. Si Ousou Fofana. Ousou Fofana fait allusion à Gawal. Il fait allusion à celles et ceux qui ont rejoint ce cercle des amis de Gawal, qui sont devenus les membres. Et on a vu l'UFDG prendre des décisions conservatoires à l'endroit de certains responsables de l'UFDG qui ont décidé de devenir membres de ce mouvement politique. D'accord. Le cercle des amis de Gawal. Alors, selon les responsables, Ousou Fofana, ce mouvement-là, il est totalement exclu. Parce que le statut et règlement de l'UFDG ne leur permet pas d'être un mouvement politique au sein de ce grand parti. D'accord. Par contre, les membres, les nouveaux adhérents de ce nouveau cercle-là, ils disent que c'est un mouvement politique qui est inclus, qui se trouve dans l'UFDG au même titre que le mouvement politique créé par l'épouse de Cellou Dalein Diallo. Ok. Vous connaissez son nom, non? Alimatou? Alimatou. Oui. Vous savez, elle a créé des mouvements politiques, pour soutenir son époux et à chaque fois qu'il y a l'élection présidentielle ou législative qui se profile à l'horizon. Donc, pour répondre à votre question, il fait allusion à ces gens-là. D'accord. Voilà. Alors, j'ai une deuxième question pour vous, M. Cissé. Pourquoi cette décision du parti? Alors, vous savez, aujourd'hui, ce parti-là souffre. On a vu tout récemment le MATD, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, je pense que j'ai bien prononcé, qui a pris une décision d'évaluer tous les partis politiques. Parce qu'en Guinée, il y a plus de 300 ou 400 partis politiques. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Il y en a même apparemment qui n'ont même pas d'agrément. Voilà, voilà justement. Il dit on va évaluer les partis politiques. Alors, suite à cette évaluation, il s'est avéré que le ministère de l'Administration a décidé de dissoudre, je crois, 54 partis, de suspendre 52 partis, et d'autres partis, il les a placés sous observation. D'accord. Et parmi lesquels, il y a du FDG. Parmi lesquels, il y a Aluba, qui vient d'être condamné. Il est condamné, il est en prison en ce moment. Oui. Donc, son parti également, Modèle, est sous observation. D'accord. Alors, la dernière fois, lorsque Aluba a participé à un débat, au cours duquel il dit que ça, ce n'est pas le rôle de l'administration, c'est plutôt le rôle des partis politiques, ça c'est leur cuisine interne. C'est eux de s'évaluer, savoir est-ce que le parti politique est apte sur le plan financier, sur le plan électoral, de participer à une élection locale ou bien nationale. Donc, ce n'est pas le rôle de MATD. Alors, pourquoi cette évaluation? Est-ce que c'est une façon de baliser le terrain à Mamadi Doumbouya, dont la candidature fait débat aujourd'hui? On a entendu Amara, le secrétaire à la présidence, à l'image des Guinéens,
Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, le général, il a la possibilité de porter sa candidature. C'est clair, oui. Donc, est-ce que ce n'est pas une façon, subtilement, de barrer, de baliser, de préparer le terrain à l'éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya. Donc, c'est toute la question qui se pose. Voilà. Ok, monsieur Cissé, merci beaucoup pour vos réponses. Et on va toujours rester en Guinée. En Guinée, d'accord. Et on va parler du gouverneur de la Banque centrale, Karamo Kaba. C'est sérieux, hein? C'est sérieux. Et l'homme d'affaires... Et le monsieur, il est dans toutes les sauces, là. On se pose la question, il est dans toutes... Mafé, Bouraré... Non, mais c'est sérieux, ça. Voilà, donc l'homme d'affaires Tidiane Koïta, cité dans l'affaire de confiscation de tonnes d'or par la société Emirate Mining and Refinery, ont retrouvé leur liberté vendredi dernier. Mais toi... Ton anglais là, tu articules bien. Mais j'ai appris l'anglais moi, à l'école. Ah ben, j'ai l'impression que vous avez fait les États-Unis. Séjourné aux États-Unis, le pays de Donald Trump. Donald Trump. Ah oui. Donc, l'homme fort. Voilà, il est l'ami des Africains. Qui? Donald Trump. Mais comment il a fait son investiture? Il y avait aucun président africain. On se pose la question. On se pose la question. Ah oui, il n'y avait pas. Il y en avait personne. Il y avait par contre les ambassadeurs. Hein, oui, les ambassadeurs, mais il n'y avait pas des chefs d'État. Il n'y avait pas de chef d'État. Ah oui, vous avez raison. Hein. Pour une fois, vous avez raison. Mais j'ai toujours raison, moi. Donc, monsieur Cissé, la question est à savoir, que peut-on savoir sur cette affaire de tonnes d'or disparues? Alors, c'est très sérieux. Vous avez parfaitement raison. On a entendu tout récemment l'information, c'est une source non officielle, que le gouverneur Karamoko Kaba, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, aura été libéré. Pas aura, il est libéré. Ah, il est libéré? Il est libéré. Ah oui. Ah non, mais vous partez plus vite que moi. Hein? Donc il est libéré. Il est libre. Ah, posons-nous la question. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche? Les faits résumés. Irrégularité dans le transport et le stockage de l'or guinéen. Sur les 4 tonnes déclarées manquantes, une partie a été rapatriée à Conakry. Mais une quantité importante reste introuvable. Des documents falsifiés et des manœuvres suspectes ont été identifiées. Donc les personnes responsables sont identifiées, sont reconnues. Donc on va les citer. Ces personnes sont là. Le rôle des principaux acteurs. Karamoko Kaba, il est le gouverneur de la Banque centrale, je viens de le dire, interrogé pour la défaillance dans la supervision des ressources aurifères et les irrégularités dans leur gestion. Il y a aussi Tidiane Koïta, président de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée, est accusé d'avoir reçu des quantités en dehors des circuits contractuels établis. L'argent des contribuables guinéens, on souffre. On souffre, c'est clair. Yacoub Ould Sidia, il me semble que c'est celui-là, c'est un étranger, est lié à cette affaire par le biais de la société Security qui participait à la logistique de transport de l'or. Et aujourd'hui, posons-nous la question, puisqu'il a été nommé par le général Mamadi Doumbouya, va-t-il être poursuivi devant la Cour spéciale, la GRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, au même titre que les anciens ministres, les anciens ministres d'Alpha Condé, le président en exil en Turquie en ce moment. Est-ce qu'il va être inquiété? C'est la grosse question. On a vu tout récemment le procureur, justement de cette cour spéciale, a requis une peine de 5 ans de peine d'emprisonnement. À Ousmane Kaba? Non, à Kassouri. À Kassouri, pardon, je voulais dire. L'ex-premier ministre. Premier ministre de la Guinée. Sous le régime d'Alpha Condé. Voilà. Le procureur a requis 5 ans de peine d'emprisonnement. Alors, l'affaire sera rendue définitive au plus tard le 13 février 2025. Sera-t-il condamné? Va-t-il confirmer la décision, la réquisition prise par le procureur? Reste à savoir. Hein. Moi, je crois. Hein. Tu crois? Je crois. Diané a été condamné. L'ex-ministre de la Défense a été condamné. Oui. Alors, on est en train de condamner les anciens dignitaires d'Alpha Condé. Alors, pourquoi on ne condamne pas les nouveaux dignitaires de Mamadi Doumbouya? Karamoko Kaba, il a été libéré.
le directeur de l'OGP. L'OGP. Oui, l'OGP, l'Office L'ancien guinéen. journaliste. Là. Voilà. Mandian Sidibé, oui. Mandian Sidibé n'a pas été libéré, mais on lui a donné la possibilité de sortir de la prison, de sa cellule, pour aller se traiter à l'hôpital Niastine. C'est l'information qu'on a reçue. D'accord. Pourquoi on ne donne pas la même possibilité à Kassouri d'aller aux États-Unis, comme il avait l'habitude de le faire, pour aller se soigner. On refuse. Et pour ça, le juge avait pris la décision, devant ses avocats, les avocats de Kassouri, de l'évacuer à l'étranger pour subir un bon traitement. À la grande surprise des avocats, le procureur a recusé, je dis bien, oui. Le juge. C'est qu'il ne reconnaît pas qu'il est juge. Parce que tout simplement, il a pris cette décision-là. Donc, la décision du juge n'a pas été mise en œuvre. Jusqu'à présent, Kassouri, il est en prison. Oui, il donc, est souffrant aussi. Et puis, cette lutte contre la corruption-là, ça remonte jusqu'au régime de Lansana Conté. Bah oui. Et puis, à ma grande surprise, Aminato, mais vraiment, cette cour-là est spéciale. Et même les morts sont sur la liste. Les morts sont sur la liste. Ah oui, c'est abusé. Les morts aussi sont épinglés. On a vu le nom de certains qui sont décédés, qui sont les anciens ministres de Lansana Conté, qui sont sur la liste aujourd'hui, qui pourraient être poursuivis à tout moment devant la grève. Mais comment on va les poursuivre? Ils sont déjà partis. C'est une question. Donc ça veut dire que est-ce que c'est une justice Je comprends pas. Est-ce que c'est la boussole qui oriente notre justice? Je sais pas. Posons-nous la question. On évolue, on va aller. On évolue. Alors, fidèles téléspectateurs, vous êtes toujours dans votre émission thème matinale. Et on va partir au Mali. Donc, on va parler... Ça, c'est mon pays. C'est ton pays, ton deuxième pays. Oui. OK. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route, le président de la Confédération des États du Sahel, l'AES, a annoncé ce jeudi 23 janvier 2025 la mise en circulation de nouveaux passeports confédéraux dès le 29 janvier. Une date qui coïncide avec la date officielle de sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Monsieur Cissé, une question. Comment se présente le nouveau passeport de l'AES? Alors, c'est 3 pays. L'Alliance des pays du Sahel. Dedans, il y a le Mali, mon pays, le deuxième pays. Il y a le Burkina Faso et le Niger. Ces 2 pays ont décidé conjointement de se retirer de notre institution sous-régionale, la CEDEAO. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand ils avaient besoin d'elle pour les aider à pouvoir lutter contre les terroristes qui sont partout au nord du Mali, à Gao, à Tombouctou, à Kidal, la CEDEAO n'a pas levé un petit doigt. Rien du tout. Ça, la première raison. La deuxième raison, selon l'AES, la CEDEAO a toujours agi sous l'influence des puissances étrangères, notamment la France. La France, oui. C'est la raison pour laquelle les trois pays ont décidé de sortir définitivement de cette institution sous-régionale. Maintenant, cette sortie, ça nécessite des procédures. Pour que la CEDEAO accepte de acter cette sortie. Alors, le dernier sommet qu'ils ont tenu, au cours duquel ils ont donné un délai de 6 mois pour acter leur sortie. Les 3 pays de la CEDEAO, les 3 pays de l'AES, ils ont dit qu'ils ne vont pas respecter ce délai-là. Ils vont aller vite. Ils vont certainement sortir le 29 janvier 2025. Et justement, cette date-là, c'est cette date que ce nouveau passeport confédéral, qui va circuler, non pas dans notre espace de la CEDEAO, mais dans l'espace de la Confédération de l'AES. D'accord. Sa mise en circulation officielle est prévue au plus tard le 29 janvier 2025. Alors, vous avez posé une question très importante, une question, je dirais même une question très pertinente. La CEDEAO va-t-elle accepter la circulation de ce passeport-là, de l'AES, dans son espace? Est-ce que la CEDEAO va se décider, une fois actée, une fois la sortie officielle de ces 3 pays, de sa zone, de son précaré, d'imposer éventuellement un visa ou bien une carte de séjour?
sur ces populations qui se trouvent dans son espace, qui résident dans son espace. Donc, posons-lui la question. Ça, c'est un. Est-ce que c'est pas aussi l'AES n'a pas essayé de lancer un défi À la CEDEAO? à la France? À la France, d'accord. Oui. Est-ce que la France, par exemple, vous êtes malienne, vous voulez utiliser le même passeport pour aller en France? Quand on sait que des relations froides qui existent entre la France et les pays du Sahel, surtout le Mali, est-ce que l'État français va-t-il accepter Donner les visas? Voilà. Non, de recevoir ces un passeports-là? Malien D'accord. détenant ce passeport D'accord. de l'AES. D'accord. Vous pouvez aller, hein? Est-ce que vous êtes un membre De la CEDEAO? de la CEDEAO. Mais un Malien, ou bien un Nigérien, ou bien un Burkinabé, va-t-il aller en France en ayant ce passeport en main? C'est la grosse question. Ah oui, Ouais. ah oui. On va voir la réaction de l'État français dans les jours à venir et aussi la réaction des gouvernements, des chefs de l'État et du gouvernement de la CEDEAO, comme on les appelle. C'est une association. Voilà. D'accord. C'est pas des chefs de l'État et du gouvernement, c'est une association. C'est ce que les blogueurs, les activistes Disent. leur collent, hein, sur la peau. D'accord. Voilà. Ok, Monsieur Cissé. Donc, pour finir, on va aller aux États-Unis, comme je le disais au début. Le président américain a proposé samedi soir d'envoyer les habitants de la bande de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie dans le cadre d'un plan de paix constant à faire le ménage dans le territoire palestinien. Une excellente idée, a estimé dimanche un ministre d'extrême droite du gouvernement Israël. Une question: est-ce que Donald Trump bluffe, selon toi? Est-ce qu'il bluffe? Oui, aux yeux. Aux yeux des Palestiniens de Hamas, ils bluffent. Ils bluffent. D'accord. Mais attendez, vous êtes guinéenne, non? Je connais, oui. Alors, Donald Trump va se décider, à partir de la Maison Blanche, vous, Aminata, vous n'êtes plus guinéenne. Et vous n'avez plus le droit de vivre sur votre sol guinéen. Quelle sera votre réaction? Mais attends. Est-ce que vous allez accepter? Je ne vais pas accepter. C'est là-bas où vos aïeux, arrière, sont nés là-bas. Vous êtes nés là-bas. Quelqu'un vient comme ça, un étranger vous demande de quitter. De quitter le pays. Parce que tout simplement, vous auriez un problème avec tel pays. Alors, quand on analyse un peu, on se pose la question, d'où vient cette idée? Est-ce qu'il veut montrer aux Américains la promesse qu'il leur a tenue? Lors de la campagne? Oui, là, en bout de 24 heures, 24 heures, ouais. qu'il va arrêter toutes les guerres. Non seulement la crise israélo-palestinienne, et aussi la crise l'Ukraine, russe. La crise qui se passe, ou la guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, qu'il va mettre fin ça au bout de 24 heures ou 48 heures. Est-ce qu'il n'est pas en train de montrer son muscle? Est-ce qu'il va y arriver? Ouais. Alors, cette décision, comme vous le dites là, est-ce qu'il n'est pas en train de bluffer? En tout cas, la réponse à l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, il dit que, il répond, un franchissement des lignes rouges que nous avons établies à plusieurs reprises, a affirmé le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui a ajouté que le peuple palestinien ne renoncera pas à sa terre et à ses lieux saints. D'accord. À ses lieux saints. Donc, il remercie dans la foulée les deux présidents. Le président de la Jordanie qui a refusé cette proposition venant de Donald Trump. Il y a aussi le président de l'Égypte également qui a refusé de cette suggestion venant de Donald Trump. Oui. Donc, et là, et d'ailleurs, le président de la Jordanie a proposé toujours 2 États. C'est la voie vers la paix. Les 2 États. Un État palestinien et un État israélien. D'accord. Nous posons la question, est-ce que ces 2 États-là, compte tenu la guerre, la crise, le malentendu sérieux qui existe, est-ce qu'ils vont accepter de vivre côte à côte? Un État palestinien, un État israélien. Alors, la suggestion de Donald Trump, est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas une contradictoire? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que cette suggestion est caractérisée de bonne foi? On l'a vu lors de son premier mandat. Il a fait en sorte que les Américains installent l'ambassade des États-Unis au Jérusalem. Or, ce territoire-là
c'est un territoire disputé entre Israël et Palestine. Donc quelqu'un qui voulait la paix, quelqu'un qui voulait la réconciliation, est-ce qu'il allait prendre une telle décision aussi importante d'installer l'ambassade des États-Unis au Jérusalem? Et aussi, on a vu sous le régime de Joe Biden, on a alimenté le trésor de guerre d'Israël. On leur a fourni assez aide financière, aide logistique, aide matérielle. On a vu même d'autres pays de Proche-Orient et Moyen-Orient qui sont devenus des alliés très importants d'Israël pour combattre la Palestine. Donc, si on donne une telle force à l'État sioniste, posons-nous la question. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de morts. Et le cessez-le-feu là qu'on a instauré ces derniers jours, l'armée Israël refuse de se plier à ce cessez-le-feu. Ok, d'accord. Ça pose problème. C'est la raison pour laquelle le tribunal, la justice internationale a dit que ce qui se passe en Israël, ça pourrait s'apparenter à un génocide, ça pourrait s'apparenter à un crime de guerre, ça pourrait s'apparenter à un crime contre l'humanité. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Alors ce qui s'est passé au mois d'octobre, on a eu des attaques venant de Hamas. Ils ont kidnappé, ils ont arrêté, arrêté beaucoup d'Israéliens. Alors, quand on compare l'enlèvement des tortures infligées aux Israéliens et comparer ça à cette masse de morts, à ce crime-là perpétré contre la population palestinienne, je dirais que c'est incomparable. C'est trop. C'est trop. Donc, je pense que Donald Trump doit revoir sa politique étrangère. D'accord. Si c'est ça la solution, la population de la bande de Gaza, les Hamas, l'Égypte, la Jordanie, le Hezbollah ne vont jamais accepter à ce que les Palestiniens, la population palestinienne se déplace pour aller vivre, vivre en Égypte, ou bien en Jordanie. C'est pas. Est-ce que c'est pour reconstruire même la population étant sur le sol ou bien sur leur terre? S'il y a une aide étrangère qui pourrait venir, ils peuvent rester là-bas. Exactement. On peut reconstruire. Mais là, l'enjeu, ce n'est pas la reconstruction de la bande de Gaza. Ce n'est pas la reconstruction de la Palestine. L'enjeu, c'est le cessez-le-feu définitif, la guerre définitive. C'est ça l'enjeu le plus important. Le Premier ministre, comment s'appelle-t-il? Le Premier ministre israélien. Benjamin ou bien c'est pas Benjamin Netanyahu, oui, il refuse. D'accord. Il refuse. En tout cas, dans son esprit, probablement, il veut exterminer toute la population palestinienne. En tout cas, Donald Trump même a dit qu'il va discuter avec lui par rapport à ce sujet-là, avec Benjamin Netanyahu. C'est ce qu'il a dit. Ils vont discuter, je crois, c'est ce jeudi-là. Est-ce qu'il est ouvert au dialogue? On verra bien. Voilà, parce qu'il y a eu un accord de cessez-le-feu qui a été signé, mais jusqu'à présent, ça n'a pas été respecté sur le terrain. Posons-nous la question. Alors, Monsieur Cissé, avant de fermer notre émission, on va un peu parler de la TikTokeuse qui fait le buzz depuis hier. Ah oui. Ouais, celle qui vend des pommades pour agrandir les fesses, là. Oui, mais attends. Mais non, je pose la question, la naïveté de nos femmes, les femmes sénégalaises, les femmes guinéennes, les femmes africaines. Mais comment vous pouvez accepter quand vous vendez via un réseau social, en l'occurrence le TikTok, un tel produit, le suppositoire. Où est-ce qu'on vend le suppositoire? Franchement, je ne sais pas. Parce que moi, suppositoire, c'est dans les pharmacies, c'est dans les officines, pour s'approvisionner, pour acheter le produit, le médicament. Le bon médicament, c'est dans les pharmacies, c'est dans les officines. Normalement, oui. Mais quelqu'un qui prétend être une pharmacienne, qui n'a jamais fait comme la TikTokeuse, qui n'a jamais suivi une formation en la matière, et ce n'est même pas le lieu, sur la plateforme, sur TikTok, et un réseau social aujourd'hui, qui est très prisé, qui se permet d'utiliser ce réseau social pour vendre à nos sœurs, à nos femmes, ces produits maléfiques. Oui, mais c'est ça, c'est le thème, c'est le thème. Alors heureusement, notre observateur des pharmaciens
a intervenu. Voilà, il faut le rendre hommage, il faut les remercier. De passage, Aminata Diallo, il y a Yankoba Kodi, Moussa Diallo, ont averti rapidement le ministère de la Santé. Et le ministère, à son tour, a saisi la police. Il faut rendre hommage à la gendarmerie et à la police qui ont été rapides, très promptes pour mettre la main à cette TikTokeuse-là. Je ne sais pas comment elle s'appelle, Lima. Hein? Elle s'appelle Lima. On a réussi à mettre la main sur elle. Je pense qu'on a arrêté 7 personnes. Ah ouais. Oui, qui vendaient ces produits. Oui, qu'on appelle communément boulettes pour gonfler les fesses. Non, mais c'est sérieux. Mais c'est abusé. Oui, en utilisant les suppositoires. Mais est-ce qu'il y a eu des gens qui ont des femmes, des filles qui ont utilisé ces produits-là? Il y a eu des témoignages. Oui, les victimes se sont allongées. Il y a eu, j'ai entendu une femme qui a été victime de ça. Aujourd'hui, elle est hospitalisée. Elle est à l'hôpital. D'accord. Elle dit, je déconseille à toutes les femmes de vouloir acheter de tels produits sur TikTok. Parce que ça a un inconvénient très sérieux. Ça a un inconvénient très grave sur la santé. Sur la santé notamment des femmes. Donc, il ne faut pas y penser. Il ne faut pas acheter. Le lieu le plus sûr, l'endroit le plus sûr pour avoir des médicaments pour sa propre santé, c'est dans les pharmacies. Et aujourd'hui, c'est la santé publique qui est en jeu. Quand on voit les femmes naïvement aller acheter des produits, gonfler les lèvres, ça ne vous suffit pas? Maintenant, même il y a des produits pour des seins aussi. Oui, les seins, gonfler les seins, ça ne vous suffit pas? Maintenant, aujourd'hui, on parle, excusez-moi de l'expression, les fesses, ça ne vous suffit pas? Éclaircir la peau, ça ne vous suffit pas? Franchement. Mais je me pose la question, moi, quand je veux épouser une femme aujourd'hui, je cherche, est-ce qu'il y a une femme naturelle? Parce que tout s'achète aujourd'hui, les beautés s'achètent sur le marché. Exactement. Vous voulez éclaircir la peau, allez au marché. Vous voulez l'esthétique sur les lèvres, allez sur le marché. Les fesses, allez sur le marché. On vend tout sur le marché. Les seins. Non, mais posons-nous la question. C'est devenu tellement. Il faut qu'on revienne sur terre. Il faut qu'on revienne. C'est pas. On a vu nos mamans avant, et c'était naturel. Naturel, et on a vu la TikTokeuse là, comment elle s'appelle? Fatou. Fatou, elle est naturelle. Elle a un teint ébène, comme disait Senghor. Elle a un teint naturel. Voilà des femmes comme ça qui inspirent. Kumba Gawlo, c'est des femmes exemplaires. C'est des femmes qui inspirent. Mais c'est des femmes, donc, c'est des femmes auxquelles vraiment les femmes naïves aujourd'hui doivent s'en inspirer. Exactement. Il faut avoir la femme africaine, elle est naturellement belle. On n'a rien à envier aux femmes européennes. Voilà, je n'ai rien contre elles, contre les femmes européennes, mais franchement, la femme africaine, elle est très belle. Particulièrement belle. Exactement. Comme vous, par exemple, c'est très belle comme vous le voulez. Merci beaucoup, c'est gentil. Ah oui. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est la fin de votre émission TM matinale. J'étais avec Mohamed Sissé, notre fidèle chroniqueur de la télévision Tamashek Média. Merci à tous de l'avoir suivi. Et est-ce que vous avez un dernier mot? Je vous demande de suivre cette nouvelle chronique TM matinale sur votre plateforme YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Donc, notre technicienne, notre cadreur, Fatou, va vous aider à voir cette chronique-là sur cette plateforme. Donc, si vous voulez le suivre, allez-y sur cette plateforme, abonnez-vous massivement et partagez cette nouvelle chronique. Et surtout, n'oubliez pas de liker. C'est très important. Voilà. Et le meilleur est à venir. On vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Portez-vous bien. Au revoir. À la même heure.